Pour cette capsule-ci, on va aller étudier la section 13.5 de notre manuel et on va introduire et calculer l'énergie potentielle gravitationnelle d'un système. J'ai dit d'un système parce que c'est toujours l'ensemble d'au moins deux corps. Par exemple, on s'est habitué à parler de l'énergie gravitationnelle d'un corps qu'on élève un petit peu sur un plan incliné, MGH, quand il s'agit d'un corps qui est très près de la surface terrestre, mais c'est toujours le système contenant de ce corps-là, par exemple un chariot, et la Terre. Or là, on va aller voir qu'est-ce qui arrive lorsqu'on parle plutôt de corps qui sont à de très grandes distances. Ça peut être un satellite qu'on met en orbite autour de la Terre, ça peut être la Lune autour de la Terre, ça peut même être la Terre autour du Soleil, et ça peut être l'ensemble du système planétaire, toutes les planètes entre elles et leurs satellites autour de celles qui en ont. Alors, on va aller voir comment on va trouver l'énergie potentielle entre deux masses ou entre un ensemble de masses. Ce qu'on va voir là va être extrêmement important également pour votre cours en électricité. Pourquoi? Parce que la force gravitationnelle est une force en 1 sur R carré et c'est également le cas de la force électrique. Or, tout ce qu'on va voir concernant l'énergie potentielle gravitationnelle peut être migré directement à l'énergie potentielle électrique. Alors, je vais me tourner vers les diapos. Or ici, ce à quoi on va arriver, c'est cette expression-ci, que l'énergie potentielle gravitationnelle du système formé de la grande masse centrale grand M et de la petite masse petit m, comme je disais, ça pourrait être la Terre et un satellite, la Terre et la Lune, ou le Soleil et la Terre et d'autres masses. On va montrer comment on arrive à cette expression-ci, qui montre que, en définitive, l'énergie potentielle de deux corps ne dépend que du produit de leur masse, mais surtout de la distance R entre leurs centres respectifs. On va montrer également, en discutant, que si on devait au contraire assembler un grand nombre de masses, l'énergie potentielle résultante du système de toutes les masses serait la somme de toutes les énergies potentielles de toutes les paires possibles de corps. Alors, je reviens à ici. Ici, on va présenter cette situation-là comme pour faire passer le satellite d'une position initiale à une position finale, et on va voir que ça ne dépend que de la distance en R entre le corps et entre chacun des corps, soit final ou initial. Et on pourra se représenter la chose suivante, que l'énergie potentielle du système formé des deux masses, c'est le travail que la gravitation aura fait pendant qu'on prenait la masse de l'infini et qu'on l'amenait en présence de la masse centrale. Or, pour faire cette démonstration-là, je vais me tourner vers un document qui vous sera donné dans Colnet. Or, ici, on va décrire, c'est la même figure que tout à l'heure. J'ai ajouté un vecteur qui part de la position initiale à la position finale. On peut dire, comme n'importe quel vecteur, qu'il peut être décomposé sur la base qu'on veut. Or, on pourrait le décomposer sur la base du vecteur radial unitaire et d'un vecteur tangentiel qui est le vecteur angulaire. Et on verrait que ce déplacement-là de RI à RF peut résulter d'un déplacement de RI jusqu'à la distance de RF, suivi d'un déplacement circulaire vers F. Pendant tout le déplacement circulaire ici, la force gravitationnelle serait à 90 degrés du déplacement, et comme il s'agit d'un produit scalaire dans le travail, ferait intervenir le cosinus de 90 degrés. Toute cette partie-là du parcours n'ajouterait ou ne retrancherait aucune énergie potentielle puisqu'il n'y aurait aucun travail fait par la gravité. On parle d'une courbe comme celle-ci comme d'une courbe équipotentielle. C'est la même énergie potentielle sur tout le long de cette courbe. Tout ce qui compte, c'est le déplacement radial.
Or, notre équation ici pour la force gravité, qui est moins le travail de la force de gravité fois le déplacement, qu'on a décomposé en déplacement radial et un déplacement tangentiel, toute cette équation-ci est maintenant réduite à celle-ci. C'est le déplacement, c'est-à-dire la force gravitationnelle est représentée par la loi de Newton, c'est le produit des deux masses divisé par le carré de la distance fois le vecteur unitaire qui rejoint les centres. Le signe moins qui est là vient du fait que UR par définition est toujours sortant de la masse centrale, alors que la force gravitationnelle est toujours attractive, d'où le signe moins qu'on voit ici. Or, notre équation pour l'énergie gravitationnelle est donc réduite à la seule portion qui est le déplacement radial. Le produit scalaire de UR, point dr, UR donne dr, parce que UR produit scalaire avec lui-même donne 1 multiplié par dr. Donc, toute cette équation ici se résume à celle-ci. Vous regarderez dans votre annexe et vous allez voir qu'il s'agit tout simplement d'une intégrale de x à la n dx, avec x ici, c'est notre rayon, notre distance r, et le n serait moins 2. Quand on utilise la solution qui est donnée là, on arrive à cette solution ici. UG, l'énergie gravitationnelle, moins Gm fois 1 sur la distance finale moins la distance initiale. On remarque encore une fois que c'est une force conservative puisque le travail ne dépend que des positions initiales et finales, ce qui fait qu'on peut prendre notre référence, notre zéro, là où on veut. Si on le prend à la position initiale à l'infini, ce terme-ci disparaît et on retrouve la formule qu'on avait à démontrer. Son intérêt est que l'énergie potentielle du système assemblé des deux masses ne dépend que de ces masses et de la distance de centre en centre. Si on devait assembler un système de plusieurs masses, comme par exemple un système planétaire, un système solaire, ben, la première masse, mettons le Soleil, qui est amené à l'endroit voulu, ne requiert aucun travail puisque jusque-là, il n'y a pas d'autre masse, il n'y a pas de champ gravitationnel. La deuxième masse qu'on amènerait, qui pourrait être Vénus ou Mercure, la deuxième masse qu'on amènerait, ben, la gravité exercée par le Soleil ferait le travail suivant. Donc, pour amener la deuxième masse, l'énergie potentielle du système assemblé serait celle-ci. Si on amène une troisième masse, la troisième masse va devoir être amenée dans la gravitation des deux premières. Chacune des deux premières masses va exercer sur la troisième un travail et on additionnera deux termes à l'énergie gravitationnelle totale. Un terme de la troisième masse avec la première et de la troisième masse avec la deuxième, et ainsi de suite si on devait continuer avec des masses 4, 5 ou 6, autant que vous voudrez, et on amène à cette expression-ci pour l'énergie potentielle gravitationnelle d'un système de plusieurs masses. Pour voir comment utiliser ça, je vais aller regarder avec vous un exercice. L'exercice 31, l'exercice 831 en page 457. Or, dans cet exercice-là, on place trois masses ponctuelles au sommet d'un triangle équilatéral et on demande de calculer l'énergie potentielle du système. Alors, je vais me tourner vers la solution que je vous en ai donnée. Alors, vous avez donc ces trois masses, la masse 1, la masse 2 et la masse 3. On amène la première masse, comme j'ai dit, ça ne requiert aucun travail puisqu'il n'y a pas encore de force gravitationnelle. Amener la masse M2 en présence de la masse 1, ben, la gravité, la force gravitationnelle émanant de la masse 1 sur la masse 2 donnerait ce terme-ci, moins Gm fois 2m. La masse 1, c'est m, celle de la masse 2, 2m, et la distance, c'est d. Pour amener la masse M3, quand on amène la masse M3, elle est en présence maintenant de la première masse et de la deuxième. On aura deux termes comme ceux-ci. On aura donc
M1 avec M3 et la distance qui les sépare, M2, M3 avec la distance qui les sépare, on met tous ces termes-là, et l'énergie potentielle gravitationnelle du système complet est donnée par cette forme-ci. J'en profite pour vous dire que ce qu'on vient de voir là, vous allez le revoir de façon pratiquement à l'identique avec des systèmes électriques. Avec la force électrique, on va même vous montrer quelle est l'énergie potentielle due à l'électricité d'un cristal, par exemple un cristal de NaCl. Ben, ça va être d'amener des charges en présence les unes des autres. La différence, la seule différence, c'est que en gravitation, la force est toujours attractive. En électricité, la force est tantôt attractive lorsque les signes des charges sont contraires, mais elle est tantôt, elle peut être répulsive chaque fois que les signes des charges sont les mêmes, soit deux charges positives ensemble ou deux charges négatives ensemble. Sur ça, je vais compléter cette capsule.